Salam alaikum az-Zulflaoun. Bonsoir. La France traverse une crise politique d'une rare intensité. L'Assemblée nationale française a voté lundi après-midi une motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre François Bayrou, par 364 voix pour et 194 contre, selon l'annonce faite par le président de l'Assemblée nationale française, plaçant le président Emmanuel Macron face à un dilemme: préserver ou dissoudre l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a pris acte de la chute du gouvernement et assuré qu'il nommera un nouveau Premier ministre dans les tout prochains jours. Le gouvernement de François Bayrou, quatrième Premier ministre nommé par Emmanuel Macron depuis la réélection en 2022 et deuxième depuis qu'il a dissous l'Assemblée nationale en juin 2024, est tombé. Et la France, qui ploie chaque jour un peu plus sous le poids de la dette publique, s'enfoncera dans la crise politique avec des partis à couteau tiré. La prochaine élection présidentielle de 2027 en ligne de mire. Dans le même ordre, les Insoumis ont déposé une motion de destitution contre Macron. Entre un président contesté, une paralysie de l'exécutif gouvernemental traversée pour la deuxième fois par les députés et un parlement divisé, le pays vit une séquence d'instabilité qui d'ailleurs aurait pu conduire à une paralysie institutionnelle totale. La crise française montre que la démocratie n'est pas synonyme d'absence de tension ou de dysfonctionnement. Elle révèle au contraire que la force d'un système réside dans sa capacité à encadrer et absorber ces crises sans renoncer à ses principes fondamentaux. Les équilibres institutionnels, le contre-pouvoir et l'indépendance relative des différentes branches de l'État constituent des garde-fous essentiels. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Chute de François Bayrou, la France face à une nouvelle crise politique. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Karim Naïtou Slimane, auteur universitaire et militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Dr Karim Naïtou Slimane, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à Zulflek. Bonsoir Nassar, Zulflek, salam alaikum. Salutation à vous et aussi à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de votre chaîne. Merci de l'invitation. Merci beaucoup, Dr Karim Naïtou Slimane. Très content de vous avoir ce soir avec nous. On a aussi le plaisir d'accueillir Elias Jubaili, ingénieur, économiste, militant politique. Il est avec nous aussi depuis Paris, via Skype. Elias Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, Nassar. Merci pour l'invitation. Je salue votre invité Karim Naïtou Slimane et toute l'équipe El Maralebia qui assure la couverture de votre émission, et bien sûr mes salutations à tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci encore pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. D'abord, on va regarder, avant d'entamer donc le sujet de ce soir, on va regarder cette petite vidéo de l'annonce donc des résultats par rapport donc à ce vote de confiance contre François Bayrou. On regarde cette vidéo. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants 573, nombre de suffrages exprimés 558, majorité absolue des suffrages exprimés 280, pour l'approbation 194, contre 364. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. La séance est levée.
Voilà, donc les résultats ont été annoncés par rapport à cette motion de censure contre le gouvernement en France. Quelques réactions, bien sûr, de la presse française, mais aussi il y a eu beaucoup de réactions aussi de la presse internationale. On va commencer d'abord par Euronews. Euronews, donc on est en train de voir la crise politique française menace l'influence du pays dans l'Union européenne, donc a titré le site de Euronews. Le journal Le Monde, en direct, nouveau Premier ministre. Après la démission de François Bayrou, la France attend un gouvernement. Voilà, donc France Info, chute du gouvernement de François Bayrou. LFI dépose une nouvelle motion de destitution contre Emmanuel Macron. Courrier international, chute du gouvernement Bayrou, la France est partie pour un tour de manège. Voilà. Donc, Dr Karim Toussoulane, je vais commencer avec vous cette émission. Comment peut-on lire donc cette motion de censure contre le gouvernement français, la chute du gouvernement de François Bayrou, le deuxième, donc après la dissolution de l'Assemblée en France? Quelle lecture peut-on faire, Dr Karim Toussoulane? Je crois que c'est vraiment l'expression d'une crise politique profonde, je dirais même d'une crise structurelle du système politique, c'est-à-dire de la Ve République. Et puis, cette chute de ce gouvernement a été en réalité attendue, ce n'est une surprise pour personne, c'était juste une question de temps. Et d'ailleurs, à l'annonce du projet budgétaire porté par ce gouvernement, je pense que tous les observateurs ont compris qu'en touchant directement, par exemple, aux jours fériés, avec l'annonce emblématique de la suppression de 2 jours fériés, et je pense que c'était un suicide politique pour Bayrou. Mais en réalité, si on veut pousser un peu plus l'analyse, je pense que le système politique français est en crise au moins depuis au moins une vingtaine d'années, depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy en réalité. Pourquoi? Parce que la Ve République a été quand même fondée sur une sorte d'alternance au pouvoir entre la gauche et la droite. Et avec au bout on va dire un peu les extrêmes, c'est-à-dire au bout l'extrême gauche et l'extrême droite, et au milieu une espèce de ventre mou un peu qui est le centre, le bloc central qui a joué le rôle historiquement de faiseur de président. C'est-à-dire quand le centre basculait un peu plus à gauche, alors la gauche accédait au pouvoir, et quand il basculait à droite, la droite accédait au pouvoir. Mais depuis Nicolas Sarkozy, la France a connu quand même quelque chose un peu de particulier, c'est que l'offre politique dans son programme économique, social, en réalité, depuis Nicolas Sarkozy, a été en réalité la même chose. Et les Français ont cessé de ressentir cette alternance au pouvoir. C'est-à-dire, quand on demande aux Français est-ce que ça a fait quelque chose que François Hollande succède à Nicolas Sarkozy, ou que Macron arrive après François Hollande, eh ben, ils vous diront que socialement, économiquement, il n'y a pas eu de changement. On voit très bien que la tendance du système politique, c'est une tendance droitière, c'est-à-dire on a une France qui est en train de se droitiser avec une machine capitaliste qui ne cesse de s'emballer. Et donc, ça a créé quand même une sorte de rupture entre la base populaire, la population qui vote, le français, si vous voulez, du quotidien, et les élites politiques, qu'elles soient de gauche ou de droite. Et ça s'est cristallisé évidemment autour du système Macron,
avec son deuxième mandat. Et c'est pour ça que ça se traduit maintenant par une crise de gouvernance. Parce qu'il n'y a plus... la gouvernance a perdu un peu de son sens, vu que les Français se sentent de plus en plus lésés par une offre politique qui ne cesse de se droitiser socialement. Et donc cette rupture entre, si vous voulez, la population qui vote et les élites politiques, ça se traduit maintenant par une perte de confiance et puis une sorte de fronde qui contribue à la montée des extrêmes des deux côtés qui ont bouffé, si vous voulez, vous avez à la droite l'extrême droite qui bouffe de plus en plus la droite, et sur la gauche, vous avez avec LFI, ou ce qui a été appelé la dernière fois le Front populaire, le nouveau Front populaire. Et donc, pour rappeler un peu l'historique Front populaire, pour essayer de réanimer un peu cet esprit de gauche qui s'est perdu depuis l'arrivée de Sarkozy et puis de Hollande et de Macron, que je rappelle était quand même qui se revendiquait de gauche, hein. Et donc depuis cette disparition de la gauche, on a essayé de ranimer ça avec un nouveau Front populaire, mais on voit quand même qu'il y a une tendance vers la droite capitaliste, et donc les Français vivent ça très mal. Et on voit aussi que, pourquoi c'est une crise politique et une crise de gouvernance, on voit aussi que c'est vrai que les extrêmes à gauche et à droite montent, mais elles ont du mal à accéder vraiment au gouvernement. On les laisse pas passer par ce qui s'appelle à chaque fois l'arc républicain, qui permet toujours donc de renouveler les mêmes, et on se retrouve, certains parlent même d'un parti unique de centre. Et donc voilà, ça se traduit par cette crise politique, et puis voilà, donc la chute du gouvernement. Maintenant, on ne voit pas vraiment quelle pourrait être l'offre politique quel pourrait être ce gouvernement, quel projet politique et économique le nouveau gouvernement va porter. Les gens s'interrogent, et puis la vision est complètement brouillée, on ne sait pas, parce que les gens parlent de nommer telle ou telle personne, mais la question du fond, ce n'est pas les personnes. Ce sont les politiques qui vont être menées. Est-ce que réellement ce gouvernement a la volonté, sans même parler de la capacité, au moins la volonté de répondre aux attentes des Français, qui, je rappelle, que si on prend ensemble, si vous voulez, si on prend les électeurs du Rassemblement national et les électeurs d'LFI, ça constitue quand même la majorité écrasante qui est partagée entre les deux extrémités et qui ont les mêmes attentes sociales. Alors c'est vrai que culturellement, sur le plan sociétal, c'est différent, parce qu'il y a la question de l'immigration qui divise un peu ces deux populations, si on peut utiliser ce terme pour la facilité de l'analyse. Mais on sent très bien qu'il y a un décalage entre les attentes de la majorité électorale LFI plus le Rassemblement national et l'offre politique de Macron et de ses gouvernements successifs. Et c'est pour ça que vous avez LFI qui demande maintenant la destitution. Vous avez aussi des projets déclarés dès à présent de censurer aussi le prochain gouvernement. Et donc, c'est une crise politique profonde. Et qui va déboucher sur une crise de gouvernance. Très bien. Restez avec nous, Dr Karim Naïtou Slimane. Lies Jubaili, est-ce que la chute du gouvernement de François Bayrou était prévisible, comme l'a dit notre ami Karim Naïtou Slimane, mais aussi quelle perspective après donc, cette chute du gouvernement français? Est-ce qu'on est face à une crise politique inédite, puisqu'il n'y a pas de vision? On ne sait pas qu'est-ce qui va venir après cette chute du gouvernement. Votre lecture, Lies Jubaili? Je ne sais pas si on peut dire qu'il n'y a pas de vision. Vous savez, la France est un pays, on appelle le pays de Clovis, qui a 900 ans d'histoire, quasiment 1000 ans, et qui a enfanté de grandes républiques, la Deuxième République, la Quatrième et la Cinquième. La Deuxième République a été proclamée,
et qui était morte dans l'œuf après la proclamation de Napoléon III en 1852. Après, vous avez la 4e République aussi, il y avait plus régime parlementaire, mais qui est complètement paralysé. Et finalement, c'est la 5e République qui voulait faire en sorte que la France, politiquement, soit forte, représentée par l'idéal d'un homme providentiel qui a les pouvoirs et qui a cette souplesse de gérer le pays. Voilà, la France est une vraie terre républicaine où les choses se pratiquent, se font, mais toujours dans un cadre démocratique. C'est dans ce pays où on a vu l'extrême droite, l'extrême gauche, les centristes, que ce soit de gauche, de droite, et c'est elle qui a enfanté un petit peu les différents courants idéologiques. Certes, la lecture est très simple. C'est une France politiquement paralysée qui a eu 4 premiers ministres, donc peut-être en phase de diriger vers le 5e. Les institutions continuent quand même à fonctionner, mais l'instauration d'une 5e République, qui a été instaurée en 1958, je pense, elle est en train de donner ses derniers souffles. Finalement, la constitution de la 5e République qui a été prévue par De Gaulle pour créer un pouvoir exécutif fort, et il y a un législatif souple dans ça. C'est pour avoir mais aussi, Elias Jubeili, quand Karim Naït Ouslimane parle des politiques, est-ce que la question est une question de 5e République ou elle est dans la question des politiques qui ont été menées donc, ces dernières années et que les Français ne trouvent pas leurs aspirations dans ces politiques? On sent qu'il y a une dichotomie entre la classe politique, on parle bien sûr de la France, et le peuple français. Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, j'allais venir, la question est très pertinente. Tous les gouvernements, il y a même des gouvernements de gauche qui ont utilisé, qui ont pratiqué ce qu'on appelle une politique de droite. Cahuzac, celui qui était ministre de l'économie sous Jospin, qui était vraiment un économiste de droite. La France profonde, la France profonde, elle est de droite, mais c'est la droite humaniste, un peu catho, avec certaines valeurs. On va dire que la France périphérique des grandes villes, c'est une France de gauche centriste. Mais maintenant, qu'est-ce qui a fait basculer? Il y a toujours eu une alternance gauche-droite, Mitterrand-Chirac, après Chirac, après Sarkozy. Sarkozy, certes, c'est la continuité, c'est la droite un peu plus dure. Après, vous avez François Hollande, c'est la sociodémocratie. Donc, chacun a ramené sa petite recette. Mais le problème, c'est que la France, elle est en plein cœur de la mondialisation. Donc, il y a l'économie de marché. Donc, il y a une économie qui est réelle. Est-ce que la France reste en train de réguler? Son système fiscal, c'est le plus injuste d'Europe. Je veux dire, c'est un pays qui il est endetté, malgré qu'il y a 20 000 milliards d'actifs, mais quand même, il y a 3 000 milliards de dettes. Ça veut dire, on va dire, 60 KE de dettes par habitant sur 66 millions d'habitants. C'est la question économique qui a tranché, Nas, pour voir que l'économie est un acte politique. C'est l'économie qui a tranché. Les Français, je veux dire, du rural, souffrent énormément parce qu'il n'y a pas de travail, c'est parce que les usines ont fermé, c'est parce que les petites supérieures ont été absorbées par les grandes multinationales, mais aussi la France, elle a perdu sur le plan industriel, contrairement à l'Allemagne. L'Allemagne a cette capacité d'absorber le chômage parce que ça reste quand même un pays très industrialisant et qui pousse l'Europe vers l'Europe. Quand la France vend pour 13 millions d'euros de vin, les Allemands vendent les 13 milliards de voitures. Et c'est ça ce qui fait la force un petit peu d'un pays qui peut absorber facilement le chômage parce qu'il a une capacité économique. La France, elle s'est contentée des prestations de services. Or, les prestations de services en masse ne peuvent pas aller au bout. Donc, c'est limité. Maintenant, je pense que Bayrou, on va dire, c'est un centriste un peu à la
la Giscard d'Estaing, mais un peu humaniste. Il a voulu jouer sur tous les tableaux. Et il a perdu. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu gouverner réellement. Il voulait avoir le titre de Premier ministre. Peut-être si le choix était porté sur Le Cornu, peut-être ça aurait été autrement. Parce que Le Cornu est beaucoup plus économiste que lui, beaucoup plus, on va dire, qui touche un peu la classe moyenne et la classe un peu ouvrière, mais d'un autre style. Mais voilà, donc c'est un choix politique qui était défaillant, qui s'est avéré cuisant. Est-ce que Macron va dissoudre l'Assemblée comme on lui demande? Mais non, il ne va pas risquer de dissoudre l'Assemblée. C'est parce que l'arrivée de l'extrême droite, donc forcément, il va choisir une personne technocrate apolitique comme Coptex, quelqu'un qui sait gérer les affaires publiques. Parce que ce que les Français attendent, finalement, les Français n'attendent pas des coups d'éclat politiques. Peut-être M. Lombard, qui est ministre économique, qui dans l'ombre, il est capable de gérer la France, en tout cas pour 1 an et demi à la fin du mandat, que de faire appel à un homme politique qui a de la bouteille, les Français veulent du concret. Maintenant, ils veulent du concret. C'est la question économique qui prime. Je veux dire, à partir du moment où la question économique, vous arrivez à la résoudre, peu importe comment vous allez imposer votre modèle économique. Je pense que les Français ne sont pas regardants quel modèle économique. Après, est-ce qu'ils sont, je pense qu'ils sont contre les dépenses publiques, parce que les dépenses publiques ne peuvent pas submerger. Ils savent que le secteur privé, c'est le seul moteur de la croissance économique. Donc, il n'y a pas de rétropédalage. Or, le service public doit assumer sa fonction. Reste avec nous, service d'intérêt public, mais sans puiser au trésor public, tout simplement. Voilà, c'est ça la question. Donc, la question économique, qui va la prendre? Est-ce que c'est M. Lombard? Est-ce que c'est une autre personne qui va sortir de sa trousse? On ne sait pas. Voilà. Très bien, restez. Certes que la question économique était au cœur, bien sûr, de cette crise et de la chute donc, du gouvernement de François Bayrou. Mais aussi une partie des Français qui étaient contents donc, de cette chute du gouvernement. On regarde ces images. Montpellier, Saint-Nazaire, Cergy ou encore ici à Rennes. À l'annonce de la chute du gouvernement, des rassemblements ont célébré le départ du Premier ministre. Je me suis dit, mais quelle bonne idée d'aller fêter le départ de Bayrou. Surtout que, voilà, c'est bien, 364 votes, je crois que c'est clair. Je pense qu'on va avoir encore un recommencement, sauf que c'est toujours une bonne chose de passer une étape. À Nice, ces manifestants réclament désormais du changement. Le gouvernement, comme d'habitude, il se fout un peu de notre gueule et il veut faire en sorte que ce soit les travailleurs, les gens qui galèrent au quotidien, là, qui travaillent plus pour aller récupérer l'argent. Nous demandons à l'ensemble de la population française, tout parti confondu, pas que la gauche, de descendre dans la rue et de parler de leur mécontentement. François Bayrou, symbole d'une politique qui ne passe plus pour ces manifestants. C'était un monsieur qui a fait du mal, qui a eu du mal à reconnaître ses erreurs. Donc non, c'est un grand soulagement pour nous. Après, c'est pas la fin, c'est le début. La suite, il faudra qu'elle se traduise par une grève. Je pense qu'il faut qu'on essaye sur tous nos lieux de travail, nos lieux d'études. Voilà, donc une partie de Français qui ont manifesté leur contentement par rapport donc, à la chute du gouvernement de François Bayrou. Mais aussi, demain aussi sera une journée qui est très importante, puisqu'on annonce le slogan « Bloquons tout », le blocage de toute la France, qui va encore accélérer, si on peut dire, ou aggraver cette crise politique. Mais aussi l'opposition demande donc, comme je l'avais dit dans mon introduction, les Insoumis ont déposé une motion de destitution contre Macron. On regarde ces images. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est-à-dire faire chuter un gouvernement dès le 8 septembre, est d'abord une victoire de la mobilisation populaire, celle qui est née auto-organisée durant l'été, celle du 10 septembre qui se tiendront dans 2 jours. Le groupe parlementaire insoumis déposera demain une motion de destitution du président de la République, car le problème pour le pays et le blocage pour le pays, c'est lui. Et dès le 10 septembre, nous serons partout aux côtés des Français et des Françaises qui bloqueront l'économie du pays pour dire maintenant, ça suffit.
Voilà, donc on est dans le flou total, on ne sait pas ce qui va se passer dans ces prochains jours en France. Mais la crise s'accentue. Ce qu'on peut dire, c'est que les institutions fonctionnent toujours avec une très grande démocratie, et c'est une leçon aussi pour notre pays. Karim Neto Slimane, quand on voit donc le degré de cette crise et qu'on voit aussi de l'autre côté les institutions qui continuent à fonctionner le plus normalement possible malgré donc cette crise politique mais aussi sociale, économique en France, quelle est la leçon qu'on peut retenir malgré donc cette situation qui est, vous l'avez dit, dans le brouillard total? Mais écoutez, on peut déjà constater que malgré la gravité de cette crise politique, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se traduit par une crise de gouvernance, on voit que les institutions sont toujours fonctionnelles. Voilà, donc ça témoigne d'une certaine solidité des institutions françaises qui, évidemment, ont leurs racines dans l'histoire politique de la France et dans son évolution. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que les institutions fonctionnent formellement, si vous voulez, que le pays est à l'abri d'une aggravation de la crise qui va conduire à une crise institutionnelle. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une crise structurelle et qui menace directement la Ve République. Pourquoi? Parce qu'on arrive à une impasse où les partis, si vous voulez, majoritaires électoralement parlant, parce que je rappelle que après la dernière dissolution, c'est quand même le Rassemblement national qui a eu la majorité. Et donc, dans cette situation où les partis majoritairement parlant, électoralement majoritaires, donc on a le Rassemblement national suivi de LFI, ne peuvent pas accéder au gouvernement à cause de la structure de la Ve République où le président a quand même le pouvoir de nommer le Premier ministre, même s'il ne relève pas de la majorité électorale. Et donc c'est un déni. On se retrouve dans une situation de déni de démocratie, et c'est comme ça que c'est vécu par les Français. C'est pour ça que nous avons cette crise qui est en train de se creuser de plus en plus, et qui vraiment peut s'aggraver encore pour se transformer en une crise institutionnelle. On peut avoir des blocages institutionnels, et ça peut se traduire après par des événements qui peuvent très vite déborder le gouvernement et menacer même l'ordre public. Et on voit d'ailleurs toute la mobilisation du ministère de l'Intérieur pour essayer de contenir les événements imprévus de demain dont personne ne connaît pour l'instant la nature. Donc c'est pour ça, et tout ça en réalité revient à la nature de l'offre politique, comme je l'ai dit. Parce que c'est vrai, parler de l'économie, ça peut sonner pertinent, mais justement, c'est le fait de donner cette prévalence à l'économique sur le politique qui constitue le fond de cette crise. Parce que les Français ont quand même l'impression, comme je l'ai dit, depuis une vingtaine d'années, que les programmes politiques pour lesquels ils votent majoritairement, parce que je rappelle que sur le plan social, si vous voulez, le programme du Rassemblement national ne diffère pas beaucoup du programme de LFI, sur le plan social, je dis. Si on met à part l'aspect culturel et sociétal. Mais les Français ont l'impression que ces attentes politiques ne sont pas... que le gouvernement ne répond pas à ces attentes politiques parce que le gouvernement avance toujours cette prévalence, comme je l'ai dit, de l'économique sur le politique, et donc les Français le vivent comme ont le sentiment que les gouvernements successifs roulent en réalité pour des élites capitalistes. Elles gouvernent pour le CAC 40 et ne gouvernent pas pour la majorité électorale. C'est pour ça que c'est une crise politique qui se traduit par une crise de gouvernance, mais qui peut déboucher sur une crise
institutionnel qui peut faire tomber la Ve République. Et donc pour nous, la leçon qu'on peut tirer de tout ça, de toute cette analyse, c'est le fait que on gouverne par le politique. On ne gouverne pas par l'économie ou par d'autres subterfuges. C'est-à-dire il faut toujours rester en adéquation avec, en démocratie, il faut toujours rester en adéquation avec les attentes des électeurs. Et pour nous, Algériens qui sommes en train d'essayer de travailler sur un projet politique pour l'Algérie, qui espérons un changement politique, nous disons toujours il faut construire les institutions pour répondre aux attentes politiques des électeurs, pour qu'elles ne soient pas contestées dans leur légitimité. Karim Naïtou Slimane, puisque, je m'excuse, je vous ai coupé la parole, puisque vous avez parlé de l'Algérie, est-ce qu'on peut faire la comparaison, on peut faire un parallèle? Bien, je vais vous donner la parole, mais avant de vous donner la parole, on va faire passer une vidéo, donc quelques réactions des médias algériens sur cette crise politique en France. أشهر من المعاناة الفرنسي بين قوسين. أكثر من ذلك هذا التفاقم للأزمة جاء نتيجة ماذا؟ تجاذبات سياسية بآثار اقتصادية. قد يقول البعض لماذا القرار السياسي يجب أن يخدم القرار الاقتصادي؟ لأن الآن الأزمة الفرنسية الفرنسي يطالب بحلول مرتبطة بالعمل والتضخم والاستثمار وما شابه ذلك، وهي أزمة اقتصادية، والحلول تأتي بماذا؟ من خلال القرار السياسي. لكن ما يحدث هو العكس. نلحظ على أن القرار السياسي في شق وما ارتبط بالشق الاقتصادي في شق آخر، وهذا ما نلاحظه في فرنسا. ولذلك قلت على أن الحلول التي كنا ننتظرها من القرار السياسي هي غير موجودة، في ظل أن هناك تجاذبات بالجملة وتموقع بين التيارات في. Voilà Karim, on arrive à trouver donc les solutions par rapport donc à cette crise politique en France, mais malheureusement on n'arrive pas donc à trouver les solutions à notre crise en Algérie. C'est ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'on peut faire le parallèle quand on entend des analyses pareilles? Quelle comparaison peut-on faire par rapport donc à cette crise politique que vit la France et par rapport à notre pays? Rappelons qu'il y a une très grande communauté algérienne qui vit sur le sol français. Karim Naïtou Slimane. Ouais, malheureusement, on ne peut pas faire le parallèle et on ne peut pas comparer l'incomparable. C'est vraiment un cas d'école. On peut dire que comparaison n'est pas raison. La société française, c'est une société politique avec des institutions politiques, comme je l'ai dit, fonctionnelles, même si évidemment c'est tout à fait normal, ça fait partie du jeu politique et du jeu du pouvoir, j'ai envie de dire. Certains aspects de la Ve République sont instrumentalisés par l'exécutif, mais il ne faut pas se tromper. Cette crise politique, même si elle dénonce le système politique et surtout l'exécutif, elle révèle en réalité, au contraire, une grande vivacité sociale. Et donc la société, du côté, si vous voulez, de la société, c'est un signe de bonne santé, j'ai envie de dire. Parce que on constate clairement que les Français comprennent la chose politique, se saisissent de leurs droits, imposent même leurs revendications. Ils ont réussi quand même à faire chuter un gouvernement en l'espace de 2 semaines. Et là, ils appellent demain à un grand mouvement de mobilisation, voilà, un grand mouvement social. Et donc on voit qu'on est face à une société vivante. C'est ce qu'on appelle une société politique. C'est dans la nature des choses. C'est un signe de bonne santé socialement. Par contre, en Algérie, malheureusement, on ne peut pas faire le parallèle parce que notre société est complètement dominée par l'autorité sécuritaire, si vous voulez, par la logique sécuritaire, et qui est la vie politique est réduite à sa stricte expression, c'est-à-dire au niveau zéro de la politique. Nous n'entendons pas les partis ni les représentants parlementaires supposément élus, et donc on ne peut pas faire un parallèle. Nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler une société proto-politique ou pré-politique. Reste avec nous, Karim. Elias Djebaili, malgré la gravité de la crise politique que vit la France, mais pourtant l'essentiel fonctionne, si on peut dire,
en termes des institutions. Les règles constitutionnelles sont respectées. Juste, quel parallèle peut-on faire, d'après vous, Lyes Jubaili, puisque, par exemple, dernièrement, la session parlementaire ordinaire 2025-26 en Algérie, elle a été reportée, donc jusqu'au 10. Pourquoi? Parce que juste après la clôture de la foire du commerce intra-africain, IATF, donc, qui a été organisée donc, cette année à Alger du 4 au 10 septembre. Quelle est votre réaction, Lyes Jubaili? Si vous permettez, cher Nasser, j'apporte une petite, quand même, pas analyse, mais une analyse un petit peu comment ça fonctionne les institutions françaises, indépendamment par rapport aux partis politiques. Il faut savoir que les partis politiques français n'ont pas cette culture à l'allemande ou cette culture à la néerlandaise, c'est-à-dire de trouver un compromis pour faire passer les réformes. Parce que des réformes, parce que quand vous avez un poste, si vous voulez réformer le pays, il y a des réformes économiques urgentes. Forcément, ces réformes, elles sont impopulaires. Mais en même temps, elles sont nécessaires pour le bon fonctionnement du pays. Parce que, soit un passage en force au 49.3 ou autrement. Donc la France, elle doit réformer. Tout le monde, moi je travaille dans l'audit, les réformes c'est important. On ne peut pas, parce que le pays se dirige vers une catastrophe. Je veux dire, ils vont se diriger vers 4 000 milliards de dettes, quasiment, on va dire entre 75 et 80 KE par habitant. C'est beaucoup. Les réformes sont nécessaires. Mais qui mène les réformes? Ce sont les femmes et les hommes politiques. Et les hommes et les femmes politiques, d'où viennent des partis politiques. Or, les partis politiques français n'ont pas cette culture à l'allemande de négocier, de trouver le compromis pour faire passer ce qu'on appelle les réformes. Et ils n'ont pas aussi cette culture à l'italienne, parce que les Italiens, quand ça coince, on écarte les politiques et on fait appel aux technocrates, respectivement compétents dans leur domaine, bien sûr, pour une durée bien limitée, afin de faire passer ce qu'on appelle les réformes. Donc, et malgré cela, les institutions fonctionnent. En Italie, les institutions italiennes ont fonctionné. Malgré, il n'y a que l'extrême droite qui gère. En Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, il y avait un blocage entre les Wallons et les Flamands. Même le roi, il n'avait même pas cette, je veux dire, il n'est même pas habilité à signer. Vous voyez, ça veut dire que la démocratie en Europe, la démocratie dans cette vieille Europe, elle fonctionne toujours. Voilà. Donc forcément, que ce soit la 5e ou la 6e République, il y aura toujours des réformes à faire, parce qu'on est dans un monde qui move de façon perpétuelle. La France ne peut pas faire des réformes parce qu'elle risque d'être absorbée par l'ogre américain qui n'est plus un allié, c'est juste un partenaire économique et allié naturel depuis Lafayette. Donc pour vous dire que la France, il faut qu'elle fasse des réformes. Mais maintenant, la manière comment on l'a trouvée, ça c'est une autre manière. La question, c'était comparé par rapport à notre pays. Mais forcément, il y en a ça. Il n'y a pas. Ça, c'est Chaabaoui, le populisme, en disant regardez ce qui n'a pas marché, l'économie. Mais nous n'avons jamais eu d'économie dans notre pays. Elle est où notre économie? Nous sommes rentiers. Vous savez, moi, Tebehdi, c'est-à-dire, c'est honteux de dire que nous sommes rentiers. Quand vous êtes rentier, ça veut dire que vous êtes incapable de produire. Ça veut dire que vous puisez des richesses que Dieu vous a données. Donc, on n'a jamais eu une économie. D'ailleurs, on n'a pas un ministère des Finances. On n'a pas de ministère d'économie, on n'a que le ministère des Finances. On ne sait que gérer les hydrocarbures. On n'a pas pu créer une économie diversifiée. Sur tous les flags sont rouges sur tous les plans. Tous les plans. Donc, c'est pas monsieur de loin qui essaie de donner, je veux dire, des bons points ou des mauvais points à un pays, qu'on le veuille ou non. C'est un pays qui est costaud démocratiquement. Il y a la société civile citoyenne en France, elle est vivante. Elle discute. Juste une nouvelle, Lyes, on vient d'apprendre que Emmanuel Macron a nommé Sébastien Lecornu comme Premier ministre.
Voilà. Donc, Sébastien Lecornu a été nommé comme Premier ministre. Rappelons qu'il était ministre des Armées. Voilà. Donc, cette dernière nouvelle. Sébastien Lecornu a été nommé comme Premier ministre par le président français Emmanuel Macron. Tfadal Lias Jubaili. Rapidement, Lecornu, qui est ministre des Armées, en fait, c'était le préféré de Macron, qui était déjà ministre. C'est quelqu'un qui est issu d'une grande école de gestion. C'est quelqu'un, il faut le dire, qui a des petites alliances avec l'extrême droite soft, hein, et en même temps, en fait, qui a des petites... qui a la main un peu partout. Donc, il était déjà, en principe, il était le choix numéro 1 de Macron. Et je ne sais pas que s'est-il passé pour que le choix bascule sur Bayrou, sachant que c'est un centriste qui peut avoir un peu de gauche et de droite. Maintenant, ça veut dire qu'on va se diriger vers une politique plus de droite et que les réformes, il faut qu'ils passent. Hein. L'extrême gauche ne peut pas prendre le pouvoir en France. Il y en a, parce que dans l'esprit du français un peu du rural, l'extrême gauche, ou on va dire le LFI, il reste un parti d'opposition, de contestation, mais nullement un parti qui est amené à gérer les pays pour une raison très simple, parce que toutes les mesures, au fait, toutes ces promesses sont intenables politiquement peut-être, mais économiquement non, socialement non. Donc après, voilà, donc Lecornu, peut-être, je ne sais pas, il va essayer un petit peu de réformer autrement, avec qui il va composer. En tout cas, c'est une bonne ou mauvaise nouvelle pour les Français, je ne sais pas. Est-ce que Lias Jubaili, parce qu'on est obligé de poser cette question par rapport à cet impact sur cette crise qu'il y a aussi entre Alger et Paris. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette crise donc, va s'accentuer dans les prochains jours? On sait ce qui s'est passé avec le ministre de l'Intérieur, par exemple, Bruno Retailleau. On ne sait pas bien sûr s'il sera dans ce nouveau gouvernement. Mais comment vous voyez les choses évoluer par rapport à cette question, Lias Jubaili? Moi, je vous l'ai toujours dit que le régime, le pouvoir algérien, comme il est obtus dans sa façon de voir, il pratique pas la diplomatie, c'est le terrain net à chaque fois. Je pense que Macron, il était du côté du régime, il a toujours essayé de comprendre son régime et il a toujours eu une fin de non-recevoir. Après, on va pas refaire l'histoire, comment les relations se sont détériorées. En tout cas, le départ de Retailleau est acté. Je pense que Macron ne veut plus de Retailleau. Maintenant, qui va remplacer Retailleau? C'est une bonne chose. Enfin, le régime algérien va enfin respirer. Et parce que peut-être le ministre de l'Intérieur qui va prendre le pouvoir, il sera pas pire que Retailleau, parce que Retailleau, c'est la droite dure, un peu très très dure, voire qui est en borderline avec l'extrême droite, il faut dire les choses. Maintenant, est-ce que c'est un ballon d'oxygène pour le régime qui va essayer un petit peu d'exploiter ce changement, ce chamboulement, ce remaniement ministériel pour essayer un petit peu de trouver un consensus et essayer quand même de donner de l'apaisement à cette relation. Moi, je suis parmi celles et ceux qui poussent et qui appellent à l'apaisement entre la France et l'Algérie, parce que la France elle a besoin de l'Algérie, comme l'Algérie aussi elle a besoin de la France sur le plan économique, sur le plan économique, sur le plan culturel. Il y a 10% de la population française, elle a des origines algériennes. Il y a une grande diaspora qui participe et qui contribue à la richesse aussi de la France. Et aussi, il faut que le régime soit pragmatique. C'est un régime, il s'en fiche royalement de cette diaspora. Je ne sais pas comment il va agir. En tout cas, il faut dire les choses. À l'instant T, in situ, ce qu'on voit, c'est une épine en moins pour le régime algérien. Est-ce que le ministre de l'Intérieur qui va prendre le pouvoir, il va être autrement, sachant que Lecornu aussi, il a toujours tenu des discours assez durs aussi vis-à-vis du régime algérien. Moi, je l'ai entendu sur certaines chaînes qu'il faut vraiment mener une politique très ferme. Est-ce qu'il va assouplir sa position quand on a le pouvoir entre les mains et quand on est face à une situation un peu difficile? Il faut toujours les moyens pour s'en sortir afin que les relations repartent de plus belle. Ça, c'est une question, c'est l'avenir que nous dira.
C'est l'avenir qui va nous le dire, Elias, puisqu'il y aura aussi donc, ces élections présidentielles en 2027, et qu'on n'est pas bien sûr loin donc d'avoir peut-être un Bruno Retailleau comme président. Karim Neto Slimane, il me reste quelques minutes. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question? Mais aussi, je n'ai pas oublié votre livre, on va en parler, mais cette relation, cette crise qu'il y a entre Alger et Paris, elle a été accentuée. Jamais on a eu donc une crise de cette dimension diplomatique, bien sûr, entre l'Algérie et la France. Karim Neto Slimane, est-ce que vous pensez que cette crise que vit la France va influencer cette crise diplomatique qui est entre Alger et Paris? Prendre le lien entre la crise politique en France et la crise diplomatique entre l'Algérie et la France. J'ai écouté attentivement notre ami Ilyes Djibaili, que je salue d'ailleurs, parler de cette nécessité de réforme et tout ça. Et en réalité, je suis très sceptique en fait quand j'entends parler de réforme, et ça confirme mon analyse que j'ai avancée en début d'émission, c'est-à-dire qu'en France, le pays est en train de se droitiser de plus en plus. Et il ne faut pas oublier que, et c'est vraiment le sujet de fond, il ne faut pas oublier qu'en lutte, en question politique, la lutte est toujours sociale en réalité. Et la lutte culturelle, c'est-à-dire la lutte entre l'extrême gauche et l'extrême droite, n'existe en réalité, n'est mise en avant en réalité que pour dissimuler la vraie lutte qui est sociale. Et lorsqu'on parle, par exemple, de la nécessité de réforme, et ça prête à sourire quand on entend, par exemple, quand on entend Macron ou ses gouvernements parler de réformer, à cause de la dette qui s'aggrave, alors qu'en réalité, celui qui a aggravé la dette, c'est quand même le gouvernement Macron. Et Macron, c'est quand même plus de 1000 milliards de dettes. Et avant lui, donc c'était Hollande, pareil, mais surtout cet emballement de la dette publique en France a commencé avec Sarkozy, c'est ce que je disais en début d'émission. C'est-à-dire que depuis l'arrivée de Sarkozy au pouvoir, toutes les politiques en France ont été des politiques libérales, alors que les attentes des majorités électorales, qu'elles soient de gauche ou de droite, après elles sont allées vers les extrêmes parce que la gauche et la droite ne répondaient plus aux attentes donc, de la majorité électorale. Les attentes sont des attentes sociales. Et la France est un pays profondément de gauche. C'est un pays de gauche qui se gouverne à droite. Et d'ailleurs, j'ai souri aussi tout à l'heure quand j'ai entendu Ilyes dire que LFI, dans l'imaginaire du français de campagne ou de la France profonde, LFI ne peut pas accéder au pouvoir. Mais pourquoi elle ne peut pas accéder au pouvoir? Parce que c'est ainsi que c'est présenté par les médias libéraux. C'est-à-dire, d'ailleurs, il y a une expression qu'on dit en France, on parle de gauche de gouvernement. Peut-être vous entendez ça sur les plateaux télé. Ben, la gauche de gouvernement, c'est le Parti socialiste, c'est-à-dire c'est la gauche qui n'a plus rien de gauche en réalité, qui a abandonné la lutte sociale. Et donc là, je reviens à la crise avec l'Algérie. Et dans ce contexte où, en France, le pays se libéralise de plus en plus contre les attentes sociales de la population française, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une sorte de manipulation politicienne depuis quelque temps pour mettre en avant une lutte culturelle complètement fabriquée et sponsorisée par les médias que je rappelle, dont la plupart sont quand même tenus par des milliardaires du CAC 40, pour mettre en avant une lutte culturelle entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Et c'est dans ce contexte que la crise politique, la crise diplomatique plutôt avec l'Algérie, a été en fait mise en avant avec Retailleau. Il ne faut jamais croire que avec le départ de Retailleau, la crise diplomatique avec l'Algérie va cesser. Pourquoi? Parce que derrière Retailleau, il y avait quand même le chef du gouvernement et il y avait surtout le président Macron. Et on sait très bien que dans le fonctionnement de la Ve République en France, tout ce qui relève de l'aspect diplomatique,
c'est ce qu'on appelle, relève du domaine réservé au président. Et donc, Macron a cédé, en fait, a cédé la gestion du dossier algérien à Retailleau pour mettre en avant, pour exacerber un peu ces tensions sociales, parce qu'il sait très bien qu'il y a une grande diaspora algérienne en France, et donc dans cette situation, l'Algérie s'est retrouvée dans une situation de bouc émissaire, d'où d'ailleurs, et c'est comme ça qu'on comprend toute l'incompréhension manifestée par le régime, par le gouvernement algérien, pour parler avec ces termes. Le côté algérien n'a pas compris au départ la brusquerie et la violence de la démarche française, parce qu'il n'a pas réussi à la contextualiser politiquement. Elle intervient dans un contexte de tensions sociales politiques en interne. Ce sont des tensions sociales qu'on essaie de cacher par des tensions culturelles avec le problème de l'immigration sur lequel on souffle sur les braises pour faire monter un peu la tension. Et donc, je suis très sceptique. Je ne pense pas qu'avec le départ de Retailleau, qui se prépare pour 2027, je rappelle, avec Bardella aussi, donc c'est vraiment c'est une tendance, comme j'ai dit, droitière et qui va de plus en plus vers les extrêmes. Très bien. Je ne pense pas qu'avec la chute du gouvernement, le nouveau gouvernement et le départ de Retailleau, je ne pense pas que ça va s'apaiser entre Alger et Paris, parce que j'ai envie de dire dans cette affaire, Alger presque n'y est pour rien. Ils sont instrumentalisés à leur insu même. À leur insu, et c'est pour ça que j'appelle toujours à faire preuve d'intelligence et ne pas oublier les intérêts de la diaspora algérienne. Très bien. Voilà. Et il ne faut pas confondre aussi l'opposition au gouvernement algérien et la situation de la diaspora algérienne. Très bien. Karim, bien sûr, on n'a pas oublié pour mentionner votre dernier ouvrage avant de terminer donc cette émission. C'est un roman intitulé « Extinction du domaine de la lutte ». Pourquoi donc extinction du domaine de la lutte? Très rapidement, et c'est un roman qu'on peut retrouver exclusivement donc sur votre site internet qui est www.karimnaytouslimane.com. Karim Naytouslimane, pourquoi extinction du domaine de la lutte? En 10 secondes, 30 secondes, rapidement. Merci de cette charmante attention, cher Nassal. Justement, mon roman s'inscrit dans ce contexte d'extinction du domaine de la lutte, c'est-à-dire de cette sorte de négation de la lutte sociale sur un fond en instrumentalisant les luttes culturelles. Et donc les deux personnages principaux de ce roman, c'est Gabriel, un franco-français si vous voulez, et Nedjma, qui est une émigrée algérienne, très, très symbolique avec son prénom. Et avec cette rencontre possible entre ces deux personnes qui se fait sur un fond de tension sociale, la crise des Gilets jaunes, la crise entre l'Algérie et la France et tout ça, qui est instrumentalisé dans un contexte où le libéralisme s'emballe de plus en plus et menace même parce que dans le roman, à certains moments, il y aura des émeutes, il y aura pas mal de choses. Et donc, c'est vraiment ça convient un autre... Et si ceux qui veulent acheter donc le livre, il faut qu'ils le commandent donc sur le site internet de karimnaytouslimane.com. Il y a un appel à la grève générale donc demain en France. Est-ce que cette grève générale va compliquer encore la situation politique en France? On va dire wait and see. Je remercie mes invités, Dr Karim Naytouslimane, auteur universitaire et militant politique. Il était avec nous depuis Paris. Merci Ali Jbaili, ingénieur, économiste et militant politique. Il était avec nous aussi depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikoum saha, m'qaw ala khair.